Mes chers amis, chers Normands, mon cher Timothée Houssin, ma chère Marine Le Pen, mesdames, messieurs les députés et les élus, chers amis patriotes, eh ben, mes amis, c'est avec une immense fierté et une grande émotion que je prends la parole ici dans l'Eure, au cœur de cette Normandie si chère à l'histoire et au cœur du peuple français. Terre de courage et de liberté, berceau des plus grandes pages de notre patrimoine national, la Normandie est bien plus qu'une région. Elle est une âme, elle est ce coin de France qui éclaire l'ensemble de l'Hexagone. C'est ici, dans ces plaines fertiles, dans ces ports qui ont ouvert la France au monde, que tant de héros ont forgé notre histoire nationale. Vos clochers, vos bocages, vos falaises majestueuses qui défient la mer, toutes ici en Normandie, respirent la grandeur et la beauté de la France. En ce jour où je m'adresse à vous, ici, depuis la Normandie, chères Françaises et chers Français, notre cœur est lourd en pensant à nos compatriotes mahorais. Un cyclone d'une intensité exceptionnelle vient de frapper cette terre de France avec une violence inouïe, laissant derrière lui des habitations détruites et des vies brisées. Je tiens à adresser, en mon nom et en celui de tout le Rassemblement national, nos pensées les plus sincères pour nos compatriotes mahorais. Et bien sûr, la France ne laissera pas Mayotte seule face à cette épreuve. Si nous sommes rassemblés aujourd'hui à Étrepagny dans l'Eure, c'est au moins pour deux raisons. La première, et elle est importante, il fait super chaud ici. La première, mes amis, et elle est importante... Bah sinon je m'en vais, hein. La première, mes amis, et elle est importante, c'est qu'en ces temps incertains, il n'a jamais été aussi essentiel de se retrouver pour parler de la France, pour partager un moment entre patriotes conscients que la fatalité n'existe pas et que le grand peuple de France a toujours un destin. Faire 20 minutes comme ça, ça va être... Vous êtes aujourd'hui très nombreux, mes amis, à avoir répondu présent, comme à chaque fois dans cette année 2024. Et avant toute chose, permettez-moi de vous dire qu'il est toujours, pour moi aussi, rassurant et motivant de pouvoir compter sur votre soutien et sur votre affection. Au Rassemblement national, nous ne concevons pas la politique en dehors de cette incarnation vivante, de cette vérité du contact et de cette proximité avec les Français. La politique est d'abord faite de ces moments d'amitié et de solidarité, de ces liens qui nous unissent et qui font de nous concrètement et dans le réel ce que nous sommes. Nous sommes le peuple de France grand et fier, avec ses inquiétudes, ses souffrances parfois, mais par-dessus tout avec son espérance. La deuxième raison pour laquelle nous sommes rassemblés ici, mes amis, c'est que... Peut-être le Premier ministre qui nous appelle. Matignon a retrouvé notre numéro de téléphone. La deuxième raison, mes amis, pour laquelle nous sommes rassemblés, c'est que nous avons voulu, avec Marine, créer ce que nous appelons la campagne permanente. Alors que tous les autres partis politiques se rappellent aux Français quand ils ont besoin d'eux, c'est-à-dire lors des rendez-vous électoraux, puis disparaissent ensuite, nous avons voulu là aussi marquer notre différence. Nous sommes le seul parti de France à conserver cette proximité avec les Français, à rendre compte de ce que nous faisons, à tout vous dire, et plus important que tout,
à vous rencontrer, à vous entendre et à vous écouter. Et c'est précisément, mes amis, votre volonté et vos intérêts, à vous, Français, qui ont guidé nos décisions durant la séquence qui s'est achevée. Alors j'ai la crève, je vous préviens. Donc, j'ai retrouvé ma voix, mais il va falloir aller au bout. Si nous avons décidé, il y a quelques jours, avec beaucoup de gravité, de rejeter ce budget et d'en censurer les décideurs, c'est précisément, mes chers amis, pour vous protéger. Pour protéger votre pouvoir d'achat. Pour protéger les libertés de nos entreprises, qui sont le poumon de notre économie. Si nous avons censuré ce budget et avec lui ce gouvernement, c'est parce qu'il était un budget de punition, de récession et de taxation dont le Rassemblement national ne pouvait être le complice. Si nous avons décidé de censurer ce budget avec Marine, c'est parce que nous avons fait entendre et respecter à la fois nos 11 millions d'électeurs, mais plus largement la France du travail, la France des petites et moyennes entreprises, la France des indépendants, la France qui bosse et à qui l'on demande de payer pour tout le monde, la France qui ne peut plus assumer seule les efforts que l'on exige de personne d'autre. Nous avons voté la censure en étant guidés, comme toujours, par la seule obsession qui vaille. Est-ce bon ou mauvais pour les Français? Nous pouvions accepter un budget à 40 milliards d'euros d'impôts supplémentaires dans un pays qui a déjà les records de prélèvements obligatoires. Nous ne pouvions, mes amis, accepter un budget qui avait l'intention de dérembourser d'un côté les médicaments pour nos compatriotes et de l'autre côté d'augmenter la gratuité des soins pour les étrangers en situation irrégulière avec un budget de l'aide médicale d'État porté à plus d'1 milliard d'euros. Nous ne pouvions accepter un budget dont l'application aurait pesé sur les entreprises, sur l'activité et sur l'emploi, avec des conséquences concrètes dans votre vie quotidienne. Si les macronistes veulent pousser le pays à la faillite, c'est leur volonté, c'est leur responsabilité, mais qu'ils ne comptent pas sur nous pour se laisser entraîner avec eux. Aux Français qui sont soucieux de l'incertitude politique et qu'il faut entendre aussi. Et je les ai entendus, je veux leur dire une chose. J'entends et je comprends vos craintes. Mais si la France cumule aujourd'hui, en 2024, les records les plus accablants, ceux de la dette, des déficits, du déficit commercial, de l'immigration, de l'insécurité, du laxisme judiciaire, de la fiscalité, des défaillances d'entreprises, ce n'est pas à cause du Rassemblement national ou de Marine Le Pen. C'est à cause de 7 années de macronisme qui ont affaibli et divisé la France comme rarement dans son histoire. C'est donc, mes amis, notre responsabilité et c'est notre honneur d'avoir su protéger à l'Assemblée nationale les Français d'un budget dangereux pour eux et périlleux pour la France. Mes amis, il n'est pas possible d'évoquer cette motion de censure sans revenir sur cette stratégie de la peur à laquelle nous avons assisté ces dernières semaines et du Barnier ou le chaos professé par nos adversaires et par une grande partie des observateurs présents sur les plateaux de télévision. Pendant tout le débat sur la motion de censure, j'ai été frappé par certaines prises de position. Bien sûr, nous avons l'habitude des partis pris, des raccourcis, des contre-vérités et parfois de la mauvaise foi. J'arrête là parce que la liste des qualités que je leur prête à ces observateurs est assez longue et comme vous êtes debout et qu'il fait chaud, je préfère vous épargner la suite. On a pu entendre... Attendez. On a pu entendre certains médias nous offrir des grandes leçons de stratégie politique. Soudainement, les observateurs et les journalistes se sont mis à devenir extrêmement soucieux de nous, de notre positionnement et de nos victoires électorales prochaines. Marine Le Pen, Jordan Bardella ne doivent pas voter la motion de censure pour démontrer qu'ils sont respectables et qu'ils sont responsables. Alors d'abord, c'est un bel aveu. Pour être respectable à leurs yeux, il faut être soumis au macronisme, accepter le chantage à la stabilité et dire oui à tout.
Je vous avoue avoir été étonné que d'un coup, tous les médias s'intéressent à vous. Toute l'année, vous ne comptez pas, vous n'êtes qu'une masse de contestataires qui votent mal, vous êtes dangereux, d'extrême droite et réfractaires. C'est tout juste si l'on daigne s'intéresser aux raisons réelles qui poussent les Français chaque jour plus nombreux à voter pour le Rassemblement national. Alors soyons honnêtes, ils le font parfois en appelant à la rescousse des sociologues, c'est-à-dire des grands spécialistes, des experts, souvent de gauche ou d'extrême gauche, qui viennent observer les zones dans lesquelles on vote pour le Rassemblement national, comme on observe des fourmis ou comme on visite un zoo. Mais là, les médias se mettent soudainement à parler de nos électeurs et même à parler à la place de nos électeurs en pronostiquant, par exemple, que Marine va perdre la confiance que vous avez placée en elle depuis tant d'années avec le vote de cette censure soudainement. On a entendu dire, mes amis, le RN va perdre la moitié de ses électeurs. Alors, manque de chance pour eux, une série de sondages viennent de paraître, et plus ils disent que nous faisons fausse route, plus nous montons dans les sondages. Je vais vous dire pourquoi les médias et les autres mouvements politiques sont si mal à l'aise dans cette période. Je vais vous laisser faire le... Moi, je m'en vais, puis je vous laisse... Pour la première fois depuis des années, ils ont face à eux un parti politique qui fait ce qu'il dit et qui dit ce qu'il fait. Un parti et une candidate qui tiennent leurs promesses. Un parti qui fait respecter ceux qui votent pour lui et ce pourquoi ses députés ont été élus. Nous ne sommes pas, mes amis, une force de blocage, contrairement à ce qu'on a pu entendre. Nous sommes une protection pour les Français, pour tous les Français, face aux périls qui menacent la nation française. Au fond, le moment profondément politique que l'on vient de vivre a clarifié les choses. Pour Emmanuel Macron, là on avait l'habitude, vous avez tort. Vous avez tort de ne pas l'avoir compris, vous avez tort de ne pas avoir bien voté, et vous avez tort, pardon de vous le dire, de ne pas applaudir à sa politique. Les macronistes aimeraient créer une démocratie sans contradiction et une démocratie sans contradicteur. Ce moment politique clarifie aussi la situation même de la vie politique. On a vu la droite assumer le bilan catastrophique du macronisme. On a vu les Républicains se diluer définitivement dans le macronisme en oubliant au passage les convictions de leurs leaders qui juraient il y a quelques semaines à peine, la main sur leur petit cœur, ne jamais entrer dans une coalition avec les macronistes. Ils n'avaient pas de mots assez durs contre Emmanuel Macron et ils ont fini par se dissoudre dans le macronisme. On voit désormais que la gauche, elle-même prête à se rallier, à se vendre, en faisant voler en éclats le nouveau Fonds populaire qui n'était qu'un dangereux mirage et un mensonge. Nous les avons tous vus se précipiter autour d'Emmanuel Macron pour marchander avec lui. Face aux forces du renoncement, face à ces coalitions de partis dont il ne sortira rien de bon pour les Français, le Rassemblement national est un pôle de stabilité et de sincérité dans la vie politique. C'est ça être un leader, être capable de passer devant et d'emmener toute la foule. Nous sommes le rassemblement de ceux qui ne se vendent pas aux plus offrants, de ceux qui ne trahissent pas au premier coup de sifflet. Face à la prétention d'un gouvernement d'intérêt général, comme l'a dit le président de la République, qui ne sera en réalité que l'alliance des naufrageurs de la France, nous sommes la véritable alternance. Personne d'autre n'appliquera nos idées et notre programme, et certainement pas ce gouvernement de consensus mou qu'Emmanuel Macron nous prépare. Je ne crois pas. Mais peut-être serai-je démenti par l'avenir. Je ne crois pas que M. Bayrou aura la force d'une quelconque rupture attendue par le pays. Il est depuis 2017 l'un des premiers soutiens du macronisme, après avoir été celui du sarkozysme,
du hollandisme. Et cette nomination ne semble répondre en rien, à la soif de changement et de rupture exprimée par les électeurs français à l'été dernier. Sur l'agriculture, dont Marine vous a parlé tout à l'heure, qui d'autre que nous protégera les agriculteurs français? Depuis toujours, nous sommes opposés au Mercosur, ce traité de libre-échange entre l'Union européenne et des pays d'Amérique latine. S'il était signé, vous le savez, ce traité aggraverait la concurrence déloyale que subissent déjà nos agriculteurs, avec l'arrivée de produits qui ne respectent aucune des normes drastiques qu'on leur impose. Au Brésil, en Uruguay, en Argentine, la norme s'appelle le gigantisme agricole, avec d'énormes exploitations symboles d'une agriculture ultra-intensive. Des produits comme les hormones de croissance interdites en Europe y sont autorisés et courantes. Si le Mercosur venait à être ratifié, c'est tout le modèle français des fermes familiales qui serait menacé, alors qu'il est déjà profondément fragilisé. C'est ce modèle si singulier qui explique en grande partie la qualité des produits agricoles français. Au fond, mes amis, le Mercosur, en menaçant l'agriculture française, menace notre mode de vie, nos conceptions d'une société à visage humain, notre vision d'une agriculture capable de produire beaucoup, mais sans jamais transiger sur la qualité et la santé des consommateurs. Merci. C'est du travail d'équipe. Dans ce contexte, face à l'arrogance de la présidente de la Commission européenne, Mme von der Leyen, le rôle d'un président de la République digne de ce nom est de faire respecter la volonté de la France et de protéger les agriculteurs français. Dans ces moyens de pression, et il en existe, si la Commission de Bruxelles s'entête alors que la France le refuse, le gouvernement français et le président de la République doivent menacer de geler la contribution de la France au budget de l'Union européenne. Il n'y a, mes chers amis, aucune raison que nous financions les provocations d'une Union européenne qui ne respecte plus la voix et les intérêts de la France. Mais au-delà de cet accord, il nous faut aller plus loin dans le soutien à nos agriculteurs, avec, par exemple, nous l'avions porté ensemble lors de la campagne européenne, une grande loi de patriotisme économique pour que les collectivités locales et les cantines publiques achètent français, pour que nos enfants consomment français d'abord et avant tout dans les cantines des écoles de la République française. Et oui, et c'est le moindre des respects que l'on doit à ceux qui nourrissent la France. Sur les économies à faire dans les mauvaises dépenses publiques, qui d'autre que le Rassemblement national aura là encore le courage de s'y attaquer? Nous avons proposé à l'Assemblée une batterie d'économies dans la mauvaise dépense publique. Nous seuls souhaitons, à titre d'exemple, réserver les allocations familiales et les aides sociales aux citoyens de nationalité française. Qui aura le courage de le faire à part nous? Sur la protection de la France face aux vagues migratoires et à l'insécurité, qui d'autre que le Rassemblement national aura la force de résister au politiquement correct et aura la détermination d'agir? Quand l'Assemblée nationale débat de ces sujets, nous avons proposé il y a quelques semaines le rétablissement de peines planchers pour casser la récidive. Quand nous avons proposé, par exemple, l'expulsion systématique des délinquants et criminels étrangers à l'issue de leur peine, les amis de M. Macron et même les soutiens de M. Retailleau ont voté contre. Et alors que l'immigration n'a jamais été aussi importante dans le pays, que l'insécurité n'a jamais frappé autant d'innocents, les petites logiques de boutiques et d'appareils ont malheureusement prévalu sur l'intérêt de la France et sur la protection des Français. C'est d'autant plus cynique que les événements du monde vont rendre encore plus vitale la nécessité de se protéger face aux flux migratoires désordonnés. Je pense, par exemple, à la situation en Syrie, où une dictature sanguinaire a été renversée, et pour y installer une dictature islamiste, avec tous les risques de déstabilisation et de persécution supplémentaires que cela pourrait engendrer sur le peuple syrien. À chaque fois, les islamistes sont parvenus au pouvoir. À chaque fois, nous avons assisté à un déferlement migratoire vers l'Europe.
Les événements qui ont lieu là-bas peuvent avoir des conséquences concrètes ici, même dans les petites communes qui paraissent bien loin de ce désordre oriental. Dès maintenant, mes chers amis, nous appelons les autorités françaises à suspendre tout traitement des demandes d'asile en provenance de Syrie, à traiter le droit d'asile en général en dehors du continent européen et hors du sol français, et bien sûr à renforcer les frontières extérieures de l'Europe et à renforcer les frontières extérieures de la France. Et puisque l'on nous dit que les réfugiés syriens présents sur notre sol se réjouissent de la chute du dictateur El-Assad, alors soit, engageons leur retour en Syrie. Mais que l'Europe ferme la porte après leur départ. Mesdames, Messieurs, nous nous inquiétons par ailleurs de la satisfaction affichée par les chancelleries occidentales et par la diplomatie française face à la prise de pouvoir de groupes djihadistes, héritiers de Daesh et d'Al-Qaïda, d'organisations avec lesquelles l'assassin de Samuel Paty, à titre d'exemple s'il en fallait, était en contact direct. Je suis stupéfait de la naïveté avec laquelle nous continuons à regarder l'islamisme. L'islamisme est un monstre qui dévore les droits humains, est un monstre qui dévore tout ce qui est différent de lui. C'est un totalitarisme. C'est une idéologie qui a frappé en France, d'abord avec Mohamed Merah, à Charlie Hebdo, au Bataclan, à Nice et dans tant d'autres tragédies françaises. C'est cette idéologie qui a frappé le 7 octobre 2023 en Israël. Alors, mes amis, nous devons mettre l'islamisme, nous devons déclarer une guerre à l'islamisme. Nous devons mettre la communauté nationale à l'abri de ses ennemis et à l'abri de cette idéologie. L'islamisme est profondément et radicalement contraire à notre identité nationale, à nos valeurs, à nos principes intellectuels et à nos valeurs spirituelles. C'est en voulant vous parler d'identité nationale, mes chers amis, que je veux clore cette réunion publique. Je me suis infligé récemment un discours de Jean-Luc Mélenchon par professionnalisme et par volonté, c'est important, de comprendre ce que pensent nos adversaires. Oh, ils pensent beaucoup, croyez-moi, et c'est inquiétant. Je l'ai entendu prononcer cette absurdité profonde. Jean-Luc Mélenchon a déclaré « La France est le résultat d'un simple contrat politique ». Lui qui prétend combattre, je cite, les sociétés libérales, le capitalisme, résume la France à un contrat comme si la grande nation française était une affaire de direction de ressources humaines. Nous répondons à M. Mélenchon et à ses amis que la France n'est pas un contrat. C'est une manière d'être, c'est une idée, c'est une culture, c'est une langue, c'est une histoire, c'est une identité, et par-dessus tout dans le monde, c'est une singularité. C'est un honneur. C'est un honneur que tout le monde n'a pas vocation à recevoir. C'est la transmission d'un héritage. C'est une chose précieuse sur laquelle nous devons veiller, nous, patriotes, car personne d'autre que nous ne le fera à notre place. L'actualité nous a donné une belle preuve de cette singularité française avec la renaissance de Notre-Dame de Paris. Le monde entier, mes amis, le monde entier fut endeuillé par l'incendie de Notre-Dame il y a 5 ans, et le monde entier a regardé vers Paris pour sa réouverture au public. C'est quand la France est fidèle à ses racines chrétiennes, c'est quand la France est fidèle à son identité nationale, qu'elle est capable de parler à toutes les consciences et à tous les cœurs du monde. C'est quand la France est sincèrement nationale, qu'elle est profondément universelle. Contrairement à ce que pensent les belles âmes du politiquement correct qui peuplent le débat public, ce n'est pas en accueillant la terre entière que l'on est respecté. C'est en faisant respecter ses règles, c'est en faisant respecter ses valeurs, c'est en faisant respecter ses principes que l'on est regardé avec respect et même
admiré par tous les peuples du monde. Ce chantier, mes amis, ce chantier extraordinaire démontre que notre pays, la France, a tous les atouts pour réussir dès lors qu'il y a une volonté inflexible, une ambition claire et dès lors que la France a confiance en elle-même. Le message central que je veux vous adresser aujourd'hui ici en Normandie, c'est le même que depuis le départ de cette année 2024. Ayez confiance en vous-même, ayez confiance en la France, ayez la foi dans votre pays, y compris et même surtout quand il traverse de grandes difficultés et de grandes tempêtes. Ne sombrez jamais au défaitisme. Notre-Dame a été rebâtie au terme d'un effort surhumain, salué par tous les grands dirigeants de ce monde. Alors que nous sommes à la veille de Noël, je souhaite que cette espérance et que le succès de Notre-Dame nous guide. Que la France soit capable de se reconstruire, mais aussi de se projeter dans le XXIe siècle et de relever les défis, les grands défis du siècle qui vient. Je sais que son peuple en a la volonté. Je sais que son peuple en a la capacité, pour peu qu'il soit offert, pour que lui offre, pardonnez-moi, un cap et qu'il retrouve le goût de l'avenir. Alors mes chers amis, les jours heureux arrivent, les jours heureux sont devant nous. Joyeux Noël à tous, vive la République et vive la France!